Bienvenue dans ce podcast où je vous emmène dans un voyage au cœur de l'invisible et des possibles. Je suis Karine Lemaître, chamane nordique, coach et aventurière. Chaque semaine, je vais partager avec vous des histoires sur mes propres aventures, mes mésaventures, mais aussi des rencontres avec des personnes inspirantes qui, comme vous, cherchent à écrire leur propre légende. Préparez-vous à être guidés, à découvrir des parcours uniques et à éveiller la puissance qui sommeille en vous. Allez, c'est parti! Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de podcast. Je suis ravie de revenir réenregistrer des podcasts. J'ai pris un petit peu de temps pour moi au retour du Népal. Donc je suis rentrée il y a à peu près 3 semaines parce que je suis rentrée assez malade et j'avais besoin de temps pour me régénérer et puis savoir ce que j'allais raconter par la suite. Aujourd'hui, du coup, j'ai hyper envie de vous parler de la création, de l'histoire de la Wild Woman Expedition. Donc, pour les personnes qui n'auraient peut-être pas suivi, je suis partie au Népal, là, pendant 3 semaines au mois d'octobre, pour une expédition que j'ai créée, la Wild Woman Expedition. Donc, ça fait partie, il y a certaines retraites qui sont mixtes et certaines retraites qui ne sont que pour les femmes dans mon entreprise. Et en fait, j'ai créé cela il y a plus de 2 ans. Et je voulais revenir un petit peu dessus parce que moi-même, quand j'étais en train de marcher, quand j'étais en train de monter ces femmes au Kalapatar, donc à 5550 mètres d'altitude face à l'Everest, j'ai beaucoup processé, je me suis beaucoup rappelé du démarrage de cette expédition pour aussi m'interroger sur ce que j'ai envie d'en faire dans le futur. Et je vais éventuellement vous en parler à la fin de l'épisode. En tout cas, pour beaucoup, vous ne savez pas d'où vient la Wild Woman Expedition. Donc, pour remettre un petit peu dans son contexte, pour remettre un petit peu d'histoire, j'ai toujours fait énormément de sport. Ça, je pense qu'au fur et à mesure, vous l'avez capté. Et donc, il y a plus de 10 ans maintenant, un peu plus de 10 ans maintenant, j'ai fait donc un AVC qui m'a vraiment privée de la pratique du sport, de la pratique de la montagne. L'altitude, on n'en parle même pas. Et je n'ai un peu eu de cesse pendant des années d'essayer un petit peu de me reconstruire et de me reconstruire physiquement et énergétiquement pour pouvoir repartir en montagne. Même si j'ai aussi fait pas mal d'autres choses. Et en fait, il y a à peu près 3 ans, donc au bout de 7 ans, à l'anniversaire des 7 ans, bon, je pense que c'était aussi assez mental parce qu'on sait que y a des cycles et beaucoup de cycles de 7. Donc à l'anniversaire des 7 ans, j'ai senti quand même un espèce de petit regain d'énergie qui a commencé à faire naître en moi un petit peu un petit feu intérieur de me dire je pense que je peux essayer vraiment de me réentraîner sérieusement, d'essayer de refaire quelque chose. Et puis, c'était une période où j'avais déjà le livre que je voulais écrire en tête parce qu'il est écrit, du coup, il est parti en maison d'édition. Et j'avais en tête aussi, depuis un moment, parfois il faut des projets aussi pour se motiver, j'avais en tête de me dire je vais faire un documentaire, je vais faire un petit film qui sera éventuellement la suite du livre. Et ce petit film, ce sera la prochaine fois que je repars à l'ascension d'une montagne un peu sérieusement, c'est-à-dire en altitude, à l'intérieur d'un voyage, etc. Et donc du coup, j'ai monté tout le projet. Donc là, on était en 2021, quand j'ai un peu fomenté ça et j'ai monté un petit peu ce projet. Oui, c'est ça, je suis en train de remettre les choses dans l'ordre pour être sûre que je raconte pas de bêtises. Et en fait, de base, donc j'ai emmené quelqu'un avec moi pour m'aider à me filmer, et de base, ce documentaire, cette ascension devait se faire au Kilimandjaro. Alors pourquoi au départ j'ai choisi le Kilimandjaro ? Alors j'ai presque envie de dire, j'en sais rien. Je pense que quand j'ai senti un peu l'énergie revenir et que je me suis remise à préparer un peu mes objectifs de montagne, je suis repartie un petit peu sur un vieux rêve de quand je passais l'accompagnateur et quand j'étais dans les métiers de la montagne, qui était de gravir les 7 sommets les plus hauts de chaque continent, et le plus bas et celui qui semblait, entre guillemets, le plus accessible, ça restait le Kili. Bon, c'est quand même une montagne qui est à 5008, on n'y va pas la fleur au fusil, mais par rapport aux conditions climatiques, par rapport à pas mal de choses, ça semblait super intéressant. Et puis à l'époque, j'étais en train de monter un projet pour éventuellement faire une collecte de fonds pendant que j'étais en train de faire l'ascension,
pour pouvoir faire creuser un puits d'eau chez un chef Maasai que je connais qui manque cruellement d'eau, etc. et qui a pas mal de problèmes tous les années à cause de la sécheresse. Donc c'était parti un petit peu sur un projet mi-humanitaire, mi-ascension. Et par rapport aux connexions que j'avais à l'époque et la faisabilité des choses, etc., ça semblait un petit peu tomber sous le sens de faire le Kili. Donc, on était plusieurs, j'avais un peu d'aide pour commencer à monter ce projet-là. J'avais même monté des pitchs. Ah mais non, mais... ah oui, c'est bien parce que je suis un peu partie freestyle. J'ai une trame, mais pour essayer de vraiment raviver mes souvenirs. En fait, par rapport à la partie documentaire en elle-même, déjà j'avais fait pas mal de pitchs. J'avais pitché mon docu, j'avais fait une estimation des coûts. Moi, j'avais racheté pas mal de matériel par moi-même, mais après, il y avait les 2 billets d'avion, il y avait les hébergements sur place, il y avait pas mal de choses. Et du coup, j'ai fait une levée de fonds. Donc, à la base pour le Kili, j'ai fait une levée de fonds où j'expliquais un petit peu mon projet. Donc, pour faire une levée de fonds, il faut quand même pitcher un minimum les choses pour expliquer aux gens pourquoi ils payent et pourquoi ils vous donnent de l'argent. Et puis, par rapport à la partie docu en elle-même, j'ai essayé de demander de l'aide pour avoir des conseils. C'est-à-dire qu'en fait, c'est mon tout premier documentaire. Donc, ma place, le fait de rêver le documentaire et de le mettre en image, ça met dans un rôle de réalisatrice, ce que j'ai vraiment envie de prendre et envie de développer à l'avenir. Néanmoins, c'était la toute première fois entre faire des montages sur CapCut. Enfin, j'étais pas sur CapCut à l'époque, mais voilà, on s'entend. Et faire un documentaire et partir presque 3 semaines dans l'Himalaya, enfin plus de 15 jours en tout cas, etc. C'est plus du tout le même niveau, même par rapport aux petites vidéos YouTube que je faisais à l'époque. Surtout qu'il fallait prendre en compte l'altitude, la fatigue, enfin pas mal de paramètres. Et moi, je ne savais pas du tout comment mon corps allait réagir en montagne. Bref, petite digression par rapport à ça. Donc j'ai commencé à me dire, tiens, où est-ce que je vais demander de l'aide ? Et en fait, depuis des années, depuis tout le temps, depuis que je rêve de faire des documentaires, je cherchais comment formuler ma phrase en français, j'avais un petit rêve perso qui était d'arriver à avoir l'aide de Jan Koonen. Alors je ne sais pas si vous connaissez Jan Koonen, c'est un réalisateur d'origine néerlandaise, si je me trompe pas, oui, il est néerlandais, qui est, alors, souvent assez connu dans un certain monde. Il y a pas mal de personnes, certainement beaucoup d'entre vous, qui me diront « Mais c'est qui Jan Koonen ?» C'est par exemple le réalisateur de 99 francs avec Beck BD. Mais c'était pas par rapport à ces films-là. Il faut savoir qu'Jan Koonen, il a une vraie ouverture spirituelle. Et il a fait un documentaire qui s'appelle « D'autres mondes », au pluriel, où il a filmé toute son expérience d'aller en Amérique du Sud pour aller prendre de l'ayahuasca et la façon dont ça s'est passé pour lui. Donc il a vraiment cette ouverture chamanique. Le problème, c'est que pour contacter Jan Koonen, c'est quand même pas le truc le plus facile à faire. Et en faisant des recherches sur merci Facebook d'ailleurs, je l'ai demandé comme ami, et puis en fait j'ai réussi à demander sa compagne comme amie. Puis j'ai fait quelques recherches, j'ai vu qu'elle était réalisatrice elle-même. Et un jour, j'ai pris mon courage à 2 mains et j'ai envoyé un message sur Messenger. Donc elle s'appelle Anne Paris. Elle est aussi prof de yoga, donc en plus je savais qu'on pouvait se retrouver à cet endroit-là, en tout cas discuter un petit peu de ça. Et je lui ai expliqué mon projet vite fait, en 2-3 lignes. Et je lui ai dit que j'aurais besoin d'aide et si elle avait des conseils à me donner, mais comme ça, vite fait, en espérant peut-être qu'elle me réponde. Et en fait, j'ai eu une super réponse d'Anne qui m'a carrément proposé qu'on se fasse un entretien en visio pour un peu me donner des conseils par rapport à mon projet. Et on a eu au final, je crois, 2 entretiens en visio, donc ça veut dire qu'on a eu 2 fois des entretiens d'1 heure. Donc ça, c'était bien avant le Kili, donc vraiment pour le projet Kilimandjaro. Et alors, c'était la montagne a changé à la fin, mais le projet reste le même. C'est-à-dire que l'histoire du documentaire reste pleinement le même. Donc c'est là-dessus qu'on discutait. Elle m'expliquait un petit peu plus comment pitcher mon docu pour des producteurs, pour éventuellement arriver à le vendre un peu plus tard, etc. Bon, j'en étais même pas là. Moi, je voulais juste réussir à récupérer des budgets un petit peu pour pas monter en sortant tout de ma poche. Et puis surtout d'avoir un petit peu d'aide par rapport à des prises de vue, à éventuellement ne pas du tout louper, etc.
Et puis à la base, ce qui est intéressant, c'est d'avoir un retour de gens qui sont professionnels et qui arrivent à me dire, ben si, en fait, ton projet il tient la route et il est intéressant. Et la petite consécration pour moi, c'est qu'entre ces deux moments où on s'est vu, donc on s'est vu peut-être en l'espace de 15 jours, ben entre-temps, elle a montré mon projet à Yann, qui a jeté un œil, qui a donné des conseils et qui a trouvé mon projet intéressant. Donc juste ça, pour moi, c'est une consécration en elle-même. Et à travers ça, déjà, j'ai juste envie de dire, mais croyez en vos rêves, essayez, parce qu'un jour, ça fonctionne. C'est-à-dire que je me suis dit pendant des années, je veux Yann Kounen, je veux Yann Kounen, je veux Yann Kounen. Enfin, je veux l'aide de Yann Kounen. Et j'ai réussi, d'une manière ou d'une autre, à avoir l'aide et le regard de Yann Kounen. Donc ça, déjà, c'est la première chose. Donc ensuite, forte un petit peu de cette histoire, le principe c'était d'aller tourner mon documentaire, de lui dire un petit peu en redescendant comment ça s'est passé, etc. Et puis bon, à ce jour, je l'ai pas vraiment recontactée, elle m'avait écrit quand on a changé un peu le projet du docu. Et après j'ai perdu mon Facebook, donc là il faut que je la recontacte, bref. Donc arrive janvier 2022, j'étais censée partir faire le Kilimandjaro tout début février 2022. J'étais en train de donner un stage de yoga. Moi, j'avais tous mes papiers, donc il faut savoir qu'on était juste à la sortie du Covid. Et j'avais chopé le Covid en janvier 2021. Ça veut dire que j'étais vraiment sur les 6 mois de mon pass sanitaire, je crois que ça s'appelait. Comme quoi. Donc j'étais sur les 6 mois de mon pass sanitaire, ce qui me permettait de voyager. Parce que sans pass, vous rappelez-vous, c'était encore à l'époque où on ne pouvait pas rentrer dans les restos, voyager, prendre un avion, etc. Donc, confiante de ça, j'avais nos billets d'avion, il y avait tout le matos, j'avais mes 2 caméras, parce qu'il faut savoir qu'en fait, j'ai un collègue qui m'avait donné une toute petite caméra 4K qui était facilement maniable pour moi. Il y avait une plus grosse caméra qui était dans les mains de mon ancienne assistante. Et en fait, en partant en stage, j'ai mis la caméra sur mon siège passager avec une bouteille d'eau. Ne faites jamais ça. C'est les bouteilles d'eau à la con, vous savez, avec ces nouveaux bouchons là qui se visent plus, mais qui se clipsent. La bouteille s'est ouverte, ça a trempé le siège et ça a complètement flingué la caméra. Donc j'ai envie de dire, peut-être même pas 2 mois avant de partir, je me suis rendu compte que j'avais plus qu'une caméra et que j'étais obligée d'en racheter une autre. Donc en plus, il y a eu pas mal de frais de dernier moment. Bref, une fois que j'avais tout mon matos, on était là 3 semaines avant de partir et là, pam, tombe le pass vaccinal. Et là, ça a été un vrai coup de bambou. Bon, c'est pas le genre de choses que j'épilogue dans ma vie de tous les jours sur les réseaux, mais moi, je ne désire absolument pas me faire vacciner. J'étais très au clair avec ça. Et par conséquent, ça veut dire que le jour où on a annoncé le pass, le kiliste est mort, quoi. Donc là, gros coup de bambou. Ça a été vraiment super compliqué parce que c'était au-delà d'une ascension ou de juste un voyage. Il y avait tout un projet derrière. Donc émotionnellement, ça a été compliqué à gérer et ça m'a vraiment fait descendre dans un pas bien pendant un bon moment. Et là, ce que j'ai fait déjà pour rebondir, c'est que je suis partie en Norvège. Donc c'est la toute première fois que j'allais en Norvège, donc la terre de mes ancêtres. J'avais prévu ce voyage un peu plus tard cette année-là, et là, plutôt que d'être le bec dans l'eau et en plus billet d'avion non remboursable, enfin la totale, j'ai décidé en 2 jours presque, de charger mon van, charger mon chien, charger tout ce dont j'avais besoin, et de partir en Norvège et de faire mes 4 jours de route. Et là, ça a été une révélation extraordinaire. Je vais monter une vidéo YouTube là parallèlement dans les jours qui viennent pour relancer aussi la chaîne YouTube où j'ai retrouvé pas mal d'images de ce moment-là que j'ai jamais montré à personne et je vais vous montrer un petit peu ce qui s'est passé la première fois que je suis partie en Norvège. Et du coup, me voilà partie pendant 1 mois en Norvège pour me reconnecter à moi, me reconnecter à la terre de mes ancêtres, et puis pour pas rester juste le bec dans l'eau à ruminer le fait que je ne suis pas sur le Kili en train de tourner mon documentaire. Et comme je sais que rien ne se passe pour rien, j'ai pris du temps, une fois bien posé là-haut, pour me dire, bon, ok, l'Afrique, ça s'est fermé, le Kili, ça s'est fermé, il y a une raison. Pose-toi la question de qu'est-ce que tu veux vraiment faire avec ce documentaire, qu'est-ce qui est le plus juste pour toi, etc. Et en fait, j'ai pas mis très longtemps à cliquer, à me dire, mais Karine, la terre que tu as toujours le plus adorée pour la montagne, enfin l'un de tes points de mire depuis que tu es ado, ça reste le Népal, ça reste l'Himalaya.
même à me dire, mais pourquoi, en mode what the fuck, pourquoi tu n'as pas du tout directement pensé à faire ton docu dans l'Himalaya? Bon, des fois, hein, notre mental, il prend le pas sur des choses, on part sur autre chose. Ben, c'est pas grave. Je me suis pas non plus flagellée là-dessus. Je me suis juste dit, ça a recalibré mon projet direct et de me dire, en fait, tu lâches pas le morceau et en fait, tu n'attends pas pour le Kili, tu prépares ça au Népal. Et là, tout de suite, ben, le truc, ça a été de se dire, où est-ce que je fais mon docu? Alors, au tout début, je visais un petit peu haut et je voulais aller faire l'Iceland Peak. Donc pour les personnes qui connaissent pas la façon dont sont classées les montagnes au Népal, donc il y a tout ce qui se rapporterait à de la moyenne montagne chez nous, c'est-à-dire avant la neige et les conditions techniques. Donc au Népal, ça peut aller jusqu'à plus de 5000 mètres d'altitude, donc c'est là qu'on a pas mal de cols, on a le camp de base de l'Everest, etc. Ensuite, il y a les très très hauts sommets, vraiment, qui demandent pas mal de connaissances techniques en alpinisme, etc. Donc les 7000, 8000, j'allais dire etc. mais non, après il n'y a pas de 9000, ça n'existe pas. Et puis au milieu, il y a quelques sommets qui sont à plus de 6000 mètres d'altitude et qu'on appelle les trekking peaks. Donc c'est vraiment des sommets assez intermédiaires, soit avec les guides de très haute altitude, soit des guides qui sont un peu comme les accompagnateurs en montagne, mais qui sont formés à certaines manips de cordes et qui sont en capacité d'emmener sur ces sommets-là. Et en faisant quelques recherches et puis avec ce que j'entendais un petit peu passer dans le monde de la montagne ici, je me suis dit je vais aller faire l'Iceland Peak. C'était un petit peu bientôt je me mettais un bandeau et puis je tirais une fléchette sur une carte. J'ai choisi l'Iceland Peak à peu près comme ça. J'en avais pas beaucoup entendu parler. Moi, j'étais un petit peu branchée sur d'autres sommets himalayens depuis jeune et je connaissais pas les trekking peaks en fait. Et je me suis dit, voilà, tu vas aller faire un trekking peak, sachant qu'il y avait un petit peu de technique, mais bon, c'était marcher sur la neige avec des crampons, ce que j'avais déjà largement fait. J'avais déjà fait un peu d'alpinisme, moi, dans ma vie, donc tant qu'il n'y a pas des grosses manips de corde de l'espace ou qu'il ne faut pas monter avec crampons piolés sur une paroi de glace, le reste, je sais faire, je sais me servir d'un jumard, etc. Et c'était un petit peu le cas, parce que le dernier coup de cul pour monter à l'Iceland Peak, il est quand même à 50 degrés. Je ne sais pas si vous représentez ce que c'est, mais c'est quasiment un mur à la verticale. Et donc j'étais un petit peu partie là-dessus, mais je continuais de cogiter un petit peu, et j'ai continué de me poser les bonnes questions, et notamment la bonne question, c'est qu'est-ce que tu veux vraiment? Qu'est-ce que tu veux aller chercher dans ce documentaire? Est-ce que c'est uniquement faire un sommet? Est-ce que c'est uniquement faire une ascension? Et par conséquent, je me suis reconnectée à mon plus grand rêve, qui était l'Everest. Enfin, qui est toujours d'ailleurs. Et je me suis dit, bon sang, c'est bien sûr, tu vas aller vers l'Everest. Donc au départ, j'avais pensé au camp de base de l'Everest, mais en faisant quelques recherches, et puis j'avais pas mal de potes qui étaient allés par là-bas, quand on est au camp de base de l'Everest, on voit pas vraiment l'Everest, parce qu'on est carrément à son pied, on est devant le Khumbu Icefall, donc l'un des premiers passages avec des séracs, mais on voit pas le sommet de l'Everest. Et du coup, il a été assez évident pour moi de viser le Kalapatar, donc un tout petit sommet qui est dans une montagne, c'est comme un petit sommet qui est sur une grande pente en dessous du Pumori. Et de ce sommet-là, on a une super vue sur l'Everest, le Nuptse, etc. Bref, sur tout le massif, on voit même le camp de base, on voit tout. Et là, ça a cliqué, surtout que je me challengeais un peu moins. Je n'étais jamais retournée vraiment en montagne. Je faisais un petit peu de randonnée ici, mais même mes entraînements étaient encore un petit peu compliqués. Mais il me fallait vraiment un gros challenge. Il fallait que je saute du haut plongeoir et je me connais suffisamment en me disant, voilà, je suis arrivée à un moment physiquement où je sens que je peux gérer, mais là, il faut vraiment que j'y aille pour me donner un coup de pied, parce que si je m'entraîne pendant la vie des rats, la fatigue va me rattraper, le handicap va me rattraper et je vais pas y aller, quoi. Bref, me voilà en train de préparer le Kalapatar, et puis en octobre 2022, je suis partie, enfin nous sommes partis, parce qu'on était deux du coup, pour aller faire l'ascension du Kalapatar. Et au départ, le propre de cette expé, c'était d'avoir une expé féminine. Pourquoi? Parce que pendant toutes les années où j'ai travaillé sur moi après mon accident, j'ai dû aller chercher une autre force que la force du masculin. J'ai dû aller développer mon féminin, la puissance du féminin,
me connecter à mes émotions. C'est toujours un work in progress, hein, et c'est la puissance du féminin, entre autres, qui m'a permise de me relever, d'aller trouver une autre force que dans la pure force physique, et d'utiliser par conséquent en fait d'autres puissances qu'on a, nous les femmes, en fait, tangiblement, hein, dans notre corps. Et voilà, donc c'est ce qui a motivé cette expo au féminin pour monter entre femmes, tout ça, tout ça. Et là, j'expose donc mon projet à mon ami Locke, donc qui est mon ami népalais qui m'organise toutes les expés. Et je lui ai dit, bah Locke, en fait, si tu peux, tu me trouves une guide femme. Je lui ai expliqué un petit peu pourquoi, etc. Et puis, quelques jours après, il est revenu vers moi en me disant, bah voilà, en fait, je connais une guide femme, et il m'a expliqué un petit peu. En fait, Locke, il y a maintenant pas mal de temps, il était directeur d'une école. Et dans cette école, il a connu une jeune femme, une jeune enfant même, parce que Bounou, du coup, elle est arrivée à cette école, elle avait 3-4 ans. Et en fait, en grandissant, et puis après sa majorité, elle a fait l'école des guides à Katmandou. Et du coup, elle est devenue guide. Donc, il m'a donné les coordonnées de cette jeune femme, et puis j'ai eu un visio avec. Et en fait, je me suis retrouvée face à un petit bout de bonne femme hyper dynamique, très engagée sur l'émancipation du féminin, déjà pour sa propre condition à elle, par rapport à l'éducation de sa fille. Et je le découvrirai pendant l'expédition, même bien au-delà de ça. Donc je lui explique mon projet, pourquoi je pars, pourquoi je monte, quelles sont mes difficultés également, parce que je lui ai donné un petit peu le spectre du handicap avec lequel j'arrivais, parce que c'était elle qui allait devoir gérer un petit peu tout ça, sachant que bon, je sais mettre un pied devant l'autre, j'arrivais pas complètement grabataire, mais voilà, lui dire un petit peu tous les types de problématiques auxquelles je pourrais éventuellement faire face pour qu'on fasse face un peu à toutes les éventualités. Et puis, je lui ai demandé, j'avais une autre requête en fait, et je lui ai dit, ben écoute, si tu connais des porteuses femmes, porteuses, au moins une, sur l'expé, parce qu'on était censé avoir 2 porteurs au départ, je dis, ben en fait, j'adorerais avoir une expé le plus possible 100% féminine. Donc elle m'a dit, écoute, je vais regarder, je te tiendrai au courant, etc. J'ai pas eu franchement de nouvelles jusqu'à temps que j'arrive au Népal, et puis quand on est arrivé au Népal et qu'on a fait un point, et du coup, elle m'a annoncé qu'elle a trouvé une porteuse, une jeune porteuse qui s'appelle Samjana, qui avait 21 ans à l'époque. Et il s'est avéré que Samjana a été notre seule porteuse pendant toute l'expé, parce qu'on avait des sacs qu'on a fait en sorte d'avoir le moins lourd possible. Et on lui avait proposé, soit on prenait un deuxième porteur, pour que ce soit moins hard pour elle, par respect, et puis elle, en fait, soit elle nous donnait une autre solution si elle en avait envie finalement, et en fait, elle nous a dit non, je préfère que vous me payiez le double, mais je vais tout porter. Donc il faut savoir qu'elle avait un peu moins de 30 kilos, ce qui est quand même pas rien. Samjana fait 1m45, nos sacs étaient quasiment aussi grands qu'elle, c'était quelque chose à voir. Bref, et donc on est parti dans cette expé entre femmes. Et puis, une fois partie dans l'expé, j'ai fait face, moi, à pas mal de choses, et notamment, mes plus grandes barrières étaient des barrières émotionnelles, parce que, bien sûr, je m'étais reblindée de croyances limitantes, j'avais pas du tout, depuis plus de 8 ans, poussé mon corps à se dépasser, etc. Donc ça a été assez compliqué psychologiquement, déjà. Et puis, une fois dans l'expé, ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait vraiment face à certains endroits de mon handicap que je n'avais pas sentis, notamment la paralysie de tout le côté gauche de mon corps. Donc en fait, ça se voit pas, j'ai un handicap invisible, donc pour la plupart, vous savez que j'ai perdu une bonne partie de ma vue des 2 yeux au départ, et puis j'ai récupéré, mais bon, en fait, on va dire qu'avec 2 yeux, j'en ai un complet. Et je me suis aperçue très tard, finalement, que je suis paralysée sur tout le côté gauche du corps. Donc c'est une petite paralysie, mais qui fait que, par exemple, si vous regardez sur mes vidéos Instagram, etc., parfois on voit que le côté gauche de mon corps, donc le côté gauche c'est celui où il y a le piercing sur les vidéos, il bouge pas pareil. Donc d'ailleurs dans les moments où je suis fatiguée, je trébuche sur mes mots, parce qu'en fait ma bouche ne veut plus bouger et j'articule plus. Et puis, je savais que j'avais déjà une plus grande difficulté sur tout le côté gauche du corps, notamment pour porter du poids, j'ai très vite mal, etc. Je savais que j'avais peu de sensations, mais j'ai fini de comprendre à quel point
j'étais relativement paralysée, j'ai très peu de sensations sur le bras et la jambe, donc je sens pas vraiment mon pied se poser au sol, je sens pas vraiment les muscles se contracter. Par conséquent, au début, en fait, à chaque fois, hein, pour celles et ceux à qui c'est arrivé, même après une maladie, à chaque fois qu'on est confronté aux limitations de notre accident, de notre maladie, on se reprend dans la tête tout ce qu'on a perdu. Et c'est un petit peu ce qui s'est passé, c'est-à-dire que, pas tous les jours, mais je me suis prise un petit peu dans la tronche au début, la réalité du handicap que j'ai. Donc ce qui a suscité pas mal d'émotions, surtout quand tu te rends compte au bout d'un moment que tu sens pas ta jambe, tu sens pas ta jambe dans les marches. Moi j'avais vraiment l'impression que ma jambe dans certaines marches, en plus les marches au Népal elles sont énormes quoi. Je me suis dit à un moment ma jambe elle va lâcher. Et puis bon de temps en temps voilà il y a des petits moments comme ça où je m'arrêtais et je pleurais. Et puis le reste du temps, en fait, le cerveau étant une immense machine, le corps étant une immense machine d'adaptabilité de ouf, je me suis adaptée, ma musculature s'est développée, j'ai appris à me servir de mes bâtons comme d'une troisième jambe, et puis je suis montée comme ça jour après jour, et ma deuxième grosse difficulté, je vais pas tout vous raconter, pas spoiler le documentaire, mais ma deuxième grosse difficulté, c'était les céphalées en altitude. Donc à partir de quasiment 4000 mètres, on va dire, en pleine nuit, je me réveille en pleine nuit avec des maux de tête de l'espace. Donc toutes celles et ceux qui ont déjà eu affaire au mal aigu des montagnes, vous savez que c'est des maux de tête qui ne ressemblent à rien, euh, en rien à ce qu'on connaît en termes de maux de crâne, même après une grosse cuite, on a pas mal de la même manière. Moi, c'est des douleurs que je connaissais parce que c'est celles que j'avais en soins intensifs. Du coup, c'était compliqué à gérer dans ce sens que ça me rappelait la douleur des soins intensifs, donc ça me remettait dans la peur éventuelle de refaire un AVC. Il faut savoir que moi, j'ai une épée de Damoclès au-dessus de la tête, puisque les neurologues ne savent pas si je vais refaire un AVC, et c'est une éventualité, et ça peut survenir à n'importe quel moment. Donc je sais que quand je vais dans cette zone-là, je me mets un petit peu en danger, un petit peu beaucoup. Et après, c'est des idées que j'écarte très très vite, je gère quand même relativement bien mon esprit. Et néanmoins, il fallait gérer ces grosses douleurs, en tout cas la nuit et puis le matin, le temps que les antidouleurs fassent effet. J'avais mal que dans mes lésions, puis j'ai l'impression que j'avais un pieu qui me traversait la tête, quoi. Donc voilà, j'ai dû faire face à quelques trucs comme ça, mais bon, rien qui m'a arrêtée. Et puis jusqu'au jour, on est arrivé à Goratchep, au pied du Kalapatar. Et puis le lendemain, on est parti à 3h du mat'. Donc j'avais bien choisi de partir en pleine nuit par rapport au plan que j'avais en tête. J'avais décidé de vraiment partir en pleine nuit, de faire des plans à la frontale, de vraiment travailler avec le froid, puis avec le lever du jour, qui petit à petit allait faire lever du jour, puis lever du soleil sur l'Everest. Donc quand on réalise un documentaire, dans un docu, il y a forcément des moments où on ne sait pas vraiment ce qui va se passer, il faut s'adapter, et c'est ça qui est hyper intéressant dans un documentaire, mais on y va aussi avec la trame d'une histoire, pour quelque part savoir les plans que l'on va chercher également. Donc du coup, moi j'avais vraiment décidé de partir en pleine nuit, d'avoir des plans de nuit, puis d'avoir des plans au lever du jour, puis d'avoir des plans au lever du soleil, etc., pour avoir un maximum de plans tels que je l'avais imaginé, avec la musique telle que je l'avais imaginée. Alors est-ce que ce sera cette musique-là à la fin de la sortie du documentaire? Ce sera autre chose, mais on verra bien. Et donc nous voilà partis à faire l'ascension à on va dire 3h30, 4h moins le quart. Donc il faut savoir qu'à plus de 5000 mètres d'altitude, il fait très froid. Il y a un peu de vent, c'était pas extraordinaire, mais il y a toujours du vent, surtout sur les premières centaines de mètres. Après, on est assez protégé par la montagne et puis par le relief. Le truc, c'est que déjà à 5000 mètres d'altitude, on est en permanence en train de chercher son air. Hein. Juste traverser le couloir pour aller aux toilettes, c'est déjà un effort en soi. Donc commencer à monter, c'est une chose, sachant que moi j'étais déjà quand même bien à bout de fatigue et tout et tout. Et le froid et la nuit ont créé une forme d'oppression qui était assez anxiogène pour moi. Ce qui fait que je me suis très vite arrêtée pour faire des pauses, pour manger, même si on a mangé des œufs en se levant à 3h du mat'. Juste aussi pour pouvoir gérer ma respiration et le côté anxiogène de la nuit. Et puis au fur et à mesure que le jour s'est levé, j'ai senti cette chape de plomb se lever. Alors ça ne m'empêchait pas de m'arrêter toutes les 5 à 10 pas, comme on le fait toujours à cette altitude-là, pour récupérer ma respiration.
Mais en tout cas, je me sentais beaucoup mieux émotionnellement. Et puis, je suis montée petit à petit. Et l'une des choses qui m'a aidée à monter, donc j'en ai quand même vachement chié jusqu'au bout hein, sur cette étape-là, c'est que Samjana est monté avec nous. Donc en fait, pour les personnes qui n'ont jamais travaillé avec des porteurs, qui ne sont jamais allés dans l'Himalaya, les porteurs portent nos sacs jusqu'au dernier lodge, donc là en l'occurrence Gorachep. Normalement, ils montent pas, ils font pas les sommets. Si vous voulez, ils sont pas en mode passion montagne, quoi, comme nous, de base. Mais là, Samjana, depuis le départ, Bounou lui avait bien expliqué pourquoi je montais, quelles étaient les difficultés que je traversais, puis elle me voyait, hein, de jour en jour, changer de tête, en chier, passer par toutes les douleurs possibles et tout. Et ce jour-là, en fait, Bounou m'a annoncé le matin, elle me dit Samjana, elle monte avec nous, elle monte pour te soutenir. Aujourd'hui encore, c'est hyper émouvant parce que c'est génial et c'est là où souvent on sous-estime la force du collectif, la force du soutien, la force du groupe, etc. Quand on est en train de se challenger, de savoir qu'il y a des gens qui quelque part nous soutiennent, c'est toujours extraordinaire. Et donc là, à chaque fois que j'en chiais, je levais les yeux, je voyais Samjana et je me disais elle est en train de se faire chier à monter pour moi, donc je vais monter jusqu'au bout, quoi. Alors, non pas que j'avais envie d'abandonner, mais j'avais une motivation supplémentaire. Sachant qu'elle, tu sentais qu'elle montait les doigts dans le nez, les mains dans les poches. Voilà, avec l'habitude et tout, c'est des muscles sur pattes, quoi. Et donc me voilà jusqu'à quasiment la fin, et là il faut savoir que sur le Kalapatar, allez, on va dire une vingtaine de mètres du sommet, c'est des gros blocs de pierre, c'est un gros pierrier. Moi, j'ai jamais aimé les pierriers déjà à la base, et puis là, en fait, forcément, ça fait comme des grosses marches à 5500 mètres d'altitude, donc c'est vraiment des gros efforts, et ça devenait hyper compliqué, j'en pouvais plus de ce putain de pierrier que j'ai maudit, et je cherchais mon air, mais j'avais l'impression que j'allais m'étouffer, vraiment. Jusqu'au moment où j'ai fait mes derniers pas, et que je suis arrivée là où tout le monde, la personne qui me filmait, la guide Samjana, m'attendait, faire mes derniers pas et enfin pouvoir m'asseoir. Déjà, juste d'avoir une énorme émotion. C'est une émotion mêlée de j'y suis arrivée, de je suis face à l'Everest, et puis de la concrétisation de j'en ai chié jusqu'au bout, mais j'ai mis un pied devant l'autre et je suis montée jusqu'en haut, et ça a été quelque chose d'énorme pour moi. Je pense qu'un échec à cet endroit-là, voilà, je me serais relevée et je me serais remise un challenge, mais j'avais vraiment besoin d'une victoire, parce que pour moi, l'enjeu à ce moment-là, c'était vraiment de me démontrer, alors pour faire mentir les médecins, certes, mais ne serait-ce que pour moi, de me démontrer que j'avais ma place à la montagne, que j'avais ma place dans ce milieu-là, qui a toujours été mon milieu, et j'étais back in the game, quoi. Et voilà, on a fait nos prises de vue, tout ça, j'étais face à l'Everest. Après, c'est vrai que quand on rêve de quelque chose pendant si longtemps, c'est-à-dire plus de 20 ans pour ma part, on réalise pas vraiment ce qui est en train de se passer, et ça donne cette sensation à la redescente de pas vraiment réaliser qu'on était là-haut, que j'étais face à l'Everest, etc. Et bref, donc je suis redescendue, le docu est bien sûr toujours en cours de montage, assez long, et à la redescente, voilà, j'ai accusé le coup, il y a beaucoup de choses que j'ai changées dans ma vie, que j'ai changées dans mon entreprise, donc en fait ça a été le point de départ de 2 ans de transformation très profonde à tous les niveaux, j'ai envie de dire. J'ai la sensation vraiment pleinement, et c'est certainement pour ça aussi que ce podcast est en train de prendre une autre tournure, que cette transformation, elle est en train de se terminer là maintenant. Et il y a plus d'un an maintenant, 1 an et demi, je dirais, je me suis dit, maintenant, tu as pu le faire, tu vas t'entraîner encore plus, ce qui fait qu'en ayant repoussé tes croyances limitantes, etc., tu vas monter beaucoup plus facilement que la dernière fois. Et cette fois, tu vas emmener des femmes. Tu vas emmener des femmes s'empuissancer, tu vas emmener des femmes marcher vers leur souveraineté et créer une expédition dans l'Himalaya pour monter un groupe de femmes au Kalapatar. Et c'est donc ce que j'ai fait, et c'est là que j'ai créé la Wild Women Expedition. Pour apporter aux femmes, alors mon travail n'est pas tourné que vers les femmes, mais quand même relativement essentiellement, et pour monter les femmes, chercher ce que moi je suis allée chercher, c'est-à-dire ce truc de se reconnecter à sa puissance, à cet endroit à l'intérieur de nous qui est puissant, qui est sacré, que rien ne peut arrêter, même pas nous-mêmes. Et j'ai commencé à créer cette expédition
Je l'ai rempli très très rapidement cette année au mois de juin, donc une fois que je l'ai lancé, quelques mois avant le départ. Et au mois d'octobre, je suis partie pendant 3 semaines avec un groupe de 6 femmes, Céline, Célia, Soumia, Sophie et Aurélie, et Alexandra, pour aller faire l'ascension du Kalapatar. Et là, ça a été, on a eu énormément de péripéties, que je vous raconterai peut-être dans un autre podcast, parce que je pense que l'expédition de cette année vaut un podcast à lui tout seul, et j'ai invité les filles, j'espère qu'elles le feront, à me laisser un message vocal pour qu'elles racontent leurs expériences et que je puisse le mettre dans le prochain podcast. Donc j'espère que ma demande a été entendue, au moins pour certaines d'entre elles, je vais les relancer gentiment. Et en tout cas, ça a été une aventure de ouf cette année. Elles m'ont... Quand on crée une énergie et que les personnes sont dans l'énergie de la détermination que j'ai et que ça fait résonance avec leur propre détermination, j'ai été face à 6 femmes qui m'ont soufflé par leur courage, par leur abnégation, par leur résilience. J'ai hâte de vous raconter ça la prochaine fois. Mais en tout cas, je suis extrêmement fière d'avoir créé la Wild Woman Expedition qui va continuer, qui va changer de forme parce que j'ai besoin d'évoluer également. Mais en tout cas, j'avais à cœur, pour inaugurer ce premier podcast de Write Your Own Legend podcast, écris ta propre légende, pour vraiment en permanence vous partager des éléments de ma vie où j'ai écrit ma propre légende, des éléments de la vie des autres où ils ont écrit leur propre légende pour vous inspirer à faire pareil. Voilà. J'ai hâte de vous retrouver la semaine prochaine pour vous raconter l'histoire de la Wild Woman Expedition de cette année, avec mon point de vue et le point de vue des filles. Et puis je vous prépare plein d'interviews. Là, je suis en train de contacter justement beaucoup de sportifs de haut niveau, mais aussi des énormes entrepreneurs. Et plein de personnes que je trouve extraordinairement inspirantes pour leur faire des interviews de malades et vous retrouver sous cette forme de « Putain, mais écris ta légende, tu n'as qu'une vie, elle est maintenant ». Je vous remercie beaucoup pour votre écoute. N'hésitez pas toujours à m'aider et à soutenir mon travail, à le partager, à le noter. Et ensemble, on va aller très très loin, très très haut. Je vous embrasse et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures.